Merci d'être aussi nombreux. C'est très impressionnant pour cette dernière rencontre de la journée. Donc, pour continuer et prolonger cette journée où on a parlé beaucoup de questions coloniales, nous vous proposons maintenant de nous déplacer plus au nord, vraiment vers le Grand Nord, au Kamtchatka russe, avec Nastasia Martin, pour une rencontre autour de son nouveau livre, À l'Est des rêves. Alors vous êtes doublement privilégié puisque ce livre est à paraître la semaine prochaine, mais il est déjà à la librairie. Et je dis doublement privilégié puisque c'est la première rencontre de Nastasia autour de ce livre. Donc nous sommes vraiment doublement ravis de la recevoir aujourd'hui. Un livre dont on est nombreux à parier que ça va être un des événements de cette prochaine rentrée littéraire, mais sans doute marquer une étape importante et décisive dans l'histoire de l'anthropologie et des sciences sociales actuelles, par sa capacité à mêler des registres d'écriture différents, de convier les mythes, les rêves, pour poursuivre la mise en récit de la catastrophe écologique entamée avec les âmes sauvages, dont on va sûrement parler lors de cette rencontre. Donc un livre que vous aviez fait paraître en 2016 autour de votre terrain en Alaska auprès des Gwich'in. Et donc un livre comme Les âmes sauvages qui fait justice au collectif avec lesquels Nastasia travaille. Un travail d'écriture qui a pour but de nous rendre sensibles aux manières d'être au monde justement de ces collectifs et au milieu écologique qu'elle parcourt à leur côté, de nous montrer comment l'instabilité et la fragilité de ces milieux de vie obligent à refondre les concepts et les méthodes de l'anthropologie, à inventer des nouvelles formes et à produire d'autres récits. Et on pourrait dire, parce que je sais que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, que dans la lignée d'Anna Tsing, de l'anthropologue américaine Anna Tsing, vous essayez de convier une forme qui allie le pratique et le poétique. Donc un livre que l'on peut présenter, comme je vous l'ai dit, comme le pendant russe des âmes sauvages, et vous me direz peut-être lors de la rencontre pourquoi ce sont peut-être deux livres miroirs, mais aussi qui s'inscrit dans la continuité de Croire aux fauves que nous avions évoqué l'année dernière lors de la rencontre entre Nastasia et Maëlys de Kerangal, par le glissement vers la littérature qu'il opère et par sa façon de questionner l'altérité, la vulnérabilité, la notion de métamorphose et l'entrelacement de l'humain et du non-humain. Alors, après cette petite présentation, ma première question est très très simple et très basique pour commencer. C'est pourquoi le Kamtchatka? Pourquoi avoir choisi ce terrain après ce travail avec les Gwich'in? Est-ce que c'était justement pour essayer d'avoir ce pendant russe de l'autre côté du détroit du Bering? Ou est-ce que déjà vous aviez l'intuition ou peut-être la connaissance que des collectifs autochtones étaient repartis vivre en forêt après l'implosion de l'URSS, puisque ça va être l'objet du livre? Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, c'est assez impressionnant. Merci Emmanuel pour ton invitation, je suis vraiment très heureuse d'être là. Avant de répondre à la question, je voudrais juste dire un mot de préambule. La dernière fois que je suis revenue de la région d'Itcha au Kamtchatka, donc c'était en novembre, le novembre qui a précédé le premier confinement Covid. Et bah, voilà, comme vous le savez tous, c'est assez bizarre pour moi en fait de parler d'eux et de présenter ce livre aujourd'hui parce que bah, voilà, maintenant il y a la guerre. Et c'est voilà, bon, pour nous chercheurs évidemment c'est très compliqué d'y retourner, mais surtout pour les populations autochtones qui vivent dans ces régions, c'est complexe, et notamment certains des protagonistes dont je parle dans le livre, comme Ivan, qui est un chasseur-pêcheur de la région d'Itcha, ont été enrôlés pour partir en Ukraine. Et donc ça, c'est le cas d'énormément d'autochtones en fait en Russie.
Et voilà, donc je voulais juste faire un petit point sur l'actualité de la situation qui est vraiment pas très réjouissante. Voilà. Peut-être je vais montrer la carte, si c'est possible. Je sais pas si... J'aimerais bien le mettre en plein écran. Non. Pardon. Diaporama. Ok. Donc, l'histoire de cette envie de partir au Kamtchatka, elle commence en Alaska, sur mon terrain auprès des Gwich'in. C'était en 2012 et donc ça commence par une anecdote en fait, hein, comme souvent. Un groupe d'amis chasseurs avait décidé un matin de m'emmener quelque part dans la forêt pour que je voie quelque chose sans me dire de quoi il s'agissait. On a marché pendant quelques heures dans la neige profonde pour arriver dans une clairière sur laquelle était juchée une grande sphère blanche d'une quinzaine de mètres de haut. Alors, comme on était à Fort Yukon, dans la taïga subarctique, évidemment, j'étais un petit peu surprise. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, eux, ils rigolaient, ils étaient manifestement très, très contents de leur coup. Et Dacho, le chef tribal de l'époque à Fort Yukon, de me dire... c'est l'Amérique qui s'assure que les Russes ne vont pas leur reprendre l'Alaska. Et donc j'ai appris que c'était un radar en fait qui était toujours en activité, comme en témoignaient les deux personnes américaines qui vivaient dedans, un petit peu comme s'ils vivaient dans un vaisseau spatial, parce qu'ils n'avaient absolument aucune interaction avec les populations locales. Et qui visait à surveiller l'autre côté du détroit, en fait, la Russie. Et Dacho de me dire encore, des radars comme ça, il y en a dans tous les villages autochtones en Alaska, et ils les mettent là parce que c'est pas des régions touristiques, et donc les gens en visite en Alaska ne risquent pas de voir que la guerre continue, en fait. Ou en tout cas qu'une étincelle suffirait à ce que ça redevienne une réalité. Et de me dire encore qu'il aimerait bien savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de l'autre côté du détroit de Bering, les gens qui, comme lui, passent devant ce genre d'infrastructure en allant à la chasse le matin, pointé du coup vers l'autre bloc, donc vers de la Russie, vers l'Amérique. Et à ce moment-là, j'étais en train de terminer ma thèse de doctorat. J'avais enfin l'impression d'avoir saisi un petit peu les problématiques qui traversaient le territoire alaskien, à la fois des questions de changement climatique qui les affectaient de plein fouet, et aussi la question des politiques d'État, de conservation d'un côté, de conservation de la nature, et d'extraction de l'autre, auxquelles ils avaient affaire. Les réponses animistes, voilà, j'étais à la fin, c'était de fait mon dernier terrain, et j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, en fait, j'ai pas du tout compris, ou en tout cas, j'ai compris qu'une partie de la question. Et si je veux être en mesure d'avoir une réflexion plus large et donc comparative, il faudrait que j'aille voir de l'autre côté. Donc c'est parti de là. Et bon, aller voir de l'autre côté, c'était pas nécessairement facile, parce qu'en fait, ça a nécessité d'apprendre le russe. Et de redevenir un enfant, un ethnographe, quand il arrive sur le terrain, c'est un peu comme s'il était un enfant. En fait, il doit tout apprendre du monde dans lequel il débarque. Bon, là, en fait, moi, j'allais être docteur.
Et en fait, il fallait faire le choix de tout recommencer en fait ailleurs. Et bon, j'ai fait ce choix parce qu'en même temps, je ne voyais pas bien comment faire autrement. Donc, j'ai soutenu le 2 mai 2014 et le 2 juin 2014. Je suis partie au Kamtchatka avec mon collègue Charles Stepanov, qui lui avait travaillé chez les Tuva en Sibérie. Et on est parti faire un premier terrain exploratoire pour essayer de vérifier une hypothèse un peu farfelue avec laquelle j'avais bassiné Charles pendant plusieurs mois, mais qu'il avait néanmoins trouvée intéressante. L'hypothèse était la suivante, donc toujours depuis l'Alaska, toujours le même Dacho, de me dire, tu sais, je continue d'apprendre à mes enfants à chasser, à pêcher, à se repérer sur leur territoire de chasse et en forêt, parce que si un jour tout s'effondrait, on retournerait en forêt. Et en gros, c'est les structures économiques boiteuses et le welfare qui nous tient en fait sédentarisés au village, mais ça ne tient qu'à un fil que ça perdure comme ça. Et là, j'avais eu cette idée pas complètement folle parce qu'elle avait été documentée par ailleurs dans d'autres populations en Sibérie, que en fait, oui, évidemment, de l'autre côté du détroit, en Russie, tout s'était effondré en 91, et que peut-être, en fait, il y avait un ou des collectifs autochtones qui avaient décidé à ce moment-là de repartir en forêt, ou en tout cas de quitter les structures dans lesquelles ils avaient été insérés jusqu'au moment de l'effondrement. Et alors pourquoi, je finirai là-dessus, pourquoi le Kamtchatka? Parce que comme vous le voyez sur la carte, en fait, le Kamtchatka, il n'est pas complètement directement, je parle du détroit de Bering, en fait. Mais donc moi j'ai travaillé le pays Gwich'in, c'est vraiment, si vous voulez, en haut à droite là, dans la région des Yukon Flats, c'est sous les Brooks Range, donc en haut à droite de la carte de l'Alaska. Et vous voyez, le Kamtchatka, il est bien plus au sud en fait. Et si j'avais voulu vraiment traverser le détroit littéralement, il aurait fallu plutôt aller en Tchoukotka, peuplé par les Tchouks. Et de fait, je voulais aller au Kamtchatka parce que ça me semblait être un territoire miroir de l'Alaska, en tout cas sur des aspects, disons, de relations des États qui administraient ces territoires à ces territoires. En fait, l'Alaska, comme le Kamtchatka, est une réserve de wilderness, de nature sauvage, vraiment très, très importante. Et dans le discours des Américains, vous verrez toujours leurs yeux briller lorsqu'ils vous parlent de l'Alaska, et qu'un jour, ils iront jusqu'en Alaska avec leur RV à la retraite. Enfin, ça peut faire rire, mais c'est vraiment un mythe qui est encore très très présent aux États-Unis. Et en fait, dans le discours des Russes, le Kamtchatka, ça a vraiment cette même valeur de dernier territoire sauvage. C'est la forêt, les volcans, les ours, évidemment. Il y a vraiment cette même relation en fait à ce territoire. Et parallèlement, c'est un territoire très très riche en ressources, notamment gazifères, mais minières aussi, qui fait que là encore, comme c'est le cas en Alaska, les institutions politiques oscillent entre la protection de cet environnement et à la fois sa nécessaire exploitation pour produire nos modes de vie modernes. Donc c'était cet aspect miroir qui m'intéressait. Il y avait aussi un aspect historique qui était vraiment important pour moi, qui était que l'Alaska, entre guillemets, n'a pas été découverte par les Américains, mais par les Russes. En fait, c'est Bering qui est parti pour une première expédition en 1725, puis une deuxième expédition en 1741. Il est parti de Petropavlovsk au Kamtchatka.
Et c'est à cette occasion qu'il a découvert le détroit de Bering, puis les îles Aléoutiennes, donc au sud de l'Alaska, là où il est mort d'ailleurs. Donc il y avait cette histoire aussi qui est quand même vraiment... Qui résonne avec le radar dont je vous parlais au début, qui est que en fait, l'Alaska, elle était russe jusqu'en 1867, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée pour la petite somme de 7 millions de dollars. Ils s'en mordent encore les doigts. Donc voilà, il y a vraiment cette relation très proche entre ces territoires. Et voilà, ce qui m'intéressait et ce qui allait peut-être me permettre de valider mon hypothèse ou pas, c'est aussi qu'il y avait des populations autochtones, des Koriaks, des Itelmen et des Évennes, et que dans tout ça, on allait peut-être trouver un ou des collectifs donc, qui auraient fait des choix qui n'étaient pas ceux attendus par le gouvernement dans lequel ils avaient été insérés. Alors, avant de parler justement de ces peuples et de ce collectif Even, j'aimerais juste revenir sur ce que vous aviez évoqué, ce que vous avez évoqué par rapport à l'Alaska. Est-ce que vous développiez dans les âmes sauvages, c'est-à-dire la colonisation des peuples indigènes en Alaska, qui est passée par une conversion générale au concept de nature occidentale, donc entre cette wilderness sanctuarisée, à travers notamment la création des parcs nationaux, et puis d'un autre côté, l'exploitation des ressources au nom de la modernité et de l'économie de marché. Est-ce qu'au Kamtchatka, les politiques et les outils d'assimilation sont les mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a voulu justement ordonner, normer les peuples autochtones dans cette conception de la nature, ou est-ce que ça passe par d'autres outils et d'autres politiques d'assimilation? Ouais, je peux remontrer une... Voilà. Je vais juste... Je reviens sur l'Alaska et évidemment, ça va être bien trop rapide comme développement, mais je vous renvoie au livre. Et ça, c'est des thématiques que j'avais déjà abordées dans Les âmes sauvages. En fait, ces deux cartes, elles sont assez, donc cette carte et celle qui vient sont assez... exprime bien la question. Donc ça, c'est la carte de l'Alaska Native Regional Corporation, donc ANSCA, qui est un traité qui a été signé en 1971, juste après en fait la découverte de réserves de pétrole absolument énormes dans la région du North Slope. Et la nécessité de construire ce qu'allait devenir le Trans-Alaska Pipeline, et qui devait en fait traverser tout le territoire pour aller jusqu'à Valdez dans le sud-ouest de l'Alaska, et donc traverser énormément de territoires autochtones. Donc là, c'est poser la question de comment on allait passer sur tous ces territoires sans qu'il y ait une guerre civile. Donc ce traité a été signé en fait pour que ce sont donc les noms que vous voyez là, Arctic Slope, Doyon, Nana, ce sont des corporations qui sont censées être dirigées par des autochtones, et donc qui reçoivent en fait des gains de l'exploitation de leur territoire selon les ressources qui y sont présentes. Alors dans la région du North Slope, évidemment, ça va être des gains reliés au pétrole. Dans la région de Doyon, par exemple, là où sont les Gwich'in, il y a aussi du pétrole, mais ça va être aussi du bois, des choses comme ça. Donc voilà, donc en gros, l'idée de ce traité, c'était vraiment d'intégrer les autochtones à la vie économique en leur permettant de devenir eux-mêmes les acteurs de l'exploitation de leur territoire. Et parallèlement, parce que évidemment, si on exploite complètement, on va détruire cette wilderness si chère aux Américains. Donc on a parallèlement, il y a eu tout un système de parcs nationaux qui s'est développé, et notamment un autre grand traité qui s'appelle Anilka, qui a
qui a été signé en 1980, qui permettait en fait de sécuriser des réserves nationales pour être sûr que on n'allait pas y toucher. Donc moi, notamment, j'ai beaucoup travaillé sur la question de Arctic National Wildlife Refuge, le grand parc qui est en fait le plus grand parc national américain qu'on voit en fait en haut à droite de la carte. Donc évidemment, comme vous vous imaginez, les Gwich'in qui vivent de chasse, de pêche et de cueillette ne se retrouvent ni dans la protection de la wilderness à l'américaine, ni dans l'exploitation des ressources forestières, minières, halieutiques, etc. Et se retrouvent un peu coincés dans la dualité exploitation ou protection qui illustre bien notre manière de nous relier à la nature, quoi. Alors côté de ça, en fait, je ne sais pas comment vous faire le lien en fait avec la Russie. En Russie, en fait, c'est assez différent. Enfin, cette même logique dualiste existe, mais je vais essayer de vous... Voilà. Je reviens un petit peu en arrière. Les politiques d'assimilation en Alaska, en fait, on produit en fait à la fois des collectifs autochtones qui n'ont aucun mal à parler de la nature et de la wilderness à protéger et qui ont été entre guillemets un petit peu récupérés par des ONG environnementalistes. Mais quand vous allez dans les villages et que vous parlez aux gens qui vivent encore par et pour le territoire, en réalité c'est très très difficile de leur faire parler de leur culture, de leur cosmologie. Ça, c'est des choses que j'ai racontées sur les âmes sauvages. Mais voilà, moi, j'avais envie de travailler sur les questions d'animisme. J'avais été extrêmement influencée par la pensée de Philippe Descola en arrivant sur le terrain en Alaska. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que c'est très compliqué parce que donc l'animisme, enfin, en tout cas, les relations... entre les humains et les autres êtres qui peuplaient la forêt étaient en fait la plupart du temps de l'ordre des non-dits en fait. Et il a fallu que j'attende énormément de temps avant qu'on commence à me raconter à nouveau des histoires, des mythes animistes. Parce que en fait la missionnarisation a été très efficace, et aussi parce que à l'heure actuelle cette idée de nature en fait avait fini par prédominer en fait au sein du discours de certains autochtones eux-mêmes, en tout cas les autochtones les plus médiatiques, notamment les Gwich'in qui défendaient le parc national dont je vous parlais tout à l'heure, qui défendaient les caribous qui vivaient sur ce parc national. Donc en arrivant en Russie, en fait, moi j'étais jamais allée en Russie. Donc avec Charles Stepanov, on a commencé à mener des entretiens, à rencontrer des gens, des Koryak, des événements, à leur poser des questions, à se rendre à des événements tels que celui que vous voyez sur la photo, qui en fait est le nouvel an Even d'Anavgai. Et là, en fait, j'ai été très très étonnée parce que les formes culturelles de ces événements semblaient bien mieux protégées, en fait, bien mieux préservées, bien plus vivantes qu'en Alaska. Et non seulement en fait dans comme ces danses là qu'on voit, mais aussi lorsqu'on parlait aux gens, ils avaient absolument aucun souci à évoquer l'âme des autres animaux, le type de rêve qu'ils faisaient, etc. Enfin, j'avais l'impression que c'était quand même vraiment beaucoup plus facile, et j'étais assez choquée en fait. J'ai dit à Charles, mais ça te paraît normal? Il dit, ah bah oui, moi c'est toujours passé comme ça sur le terrain.
Il n'y a pas de problématique pour les faire parler, entre guillemets, de leur culture. Et donc, à partir de là, en fait, et c'est vraiment quelque chose qui est né de discussions avec Charles Stepanov sur le terrain, en fait, c'est poser la question, mais pourquoi, en fait, cette différence est si visible? Et peut-être qu'en fait, il faut se poser la question des politiques d'assimilation des autochtones et de la manière dont ils ont été intégrés au projet politique de l'époque. Donc, on a mené des recherches et voilà, on est ressorti. Là, je vais vous montrer la photo. Enfin, ça, c'est quelque chose que tous les gens qui travaillent sur la Russie savent, mais ce qui était intéressant, c'était vraiment cette question comparative, en fait, de comment on s'est rappelé de cette question, en fait, que en fait, la diversité culturelle est quelque chose qui a toujours été extrêmement bien, entre guillemets, en tout cas, non seulement préservé, mais mis en avant au sein du projet socialiste. Et c'était vraiment cette idée de un message politique unique, mais porté par une diversité de voix, de formes, de couleurs, etc. Donc toutes les cultures autochtones au service du socialisme. Donc là, on voit bien, et ici aussi, tous les peuples qui offrent leurs cadeaux à Staline. Donc, de toutes ces réflexions a émergé en fait une dualité, et c'est vraiment comment dire, je l'ai stabilisée littéralement pour la détruire par la suite. C'est ce que j'explique dans le livre. En fait, c'est vraiment un outil pour penser plus loin, que en fait, d'un point de vue général, du côté russe, les autochtones avaient été assimilés à l'idée de, enfin, avaient assimilé, plus exactement, l'idée de culture comme structurante des modes d'expression et des manières avec lesquelles ils allaient pouvoir s'intégrer à la société. Quand du côté américain, l'idée en fait qui avait prédominé était celle de nature, comme on a vu, à exploiter ou à protéger, avec lesquelles les autochtones avaient affaire. Et donc en fait toute la question, c'est, moi j'étais obligée pour le livre en fait d'en passer par là, parce que sinon si on faisait pas ce détour historique, en fait, c'était pas possible de comprendre en fait le type de réponse que proposent les collectifs autochtones qui sortent en fait de ces grandes catégories issues des politiques d'assimilation. Et donc voilà, en fait, j'ai vraiment vu ce premier travail comme une manière de se rappeler en fait les structures politiques dans lesquelles en fait on était toujours au Kamtchatka. Alors justement, par rapport à ces réponses autochtones, vous montriez dans Les âmes sauvages qu'en situation de crise, notamment celle causée par le réchauffement climatique, l'exploitation à outrance des ressources naturelles, le cadre dans lequel on voulait ordonner les habitants d'un territoire implosait, et c'est là que ressurgissait justement ce que vous appelez cette pragmatique animiste, avec non seulement un renouveau des techniques de chasse, de pêche, mais tout un retour des mythes, notamment des histoires mythiques qui refaisaient surface. Et c'est un peu ce même mouvement, cette volonté de s'extraire du cadre dont on va parler maintenant, qu'on retrouve avec ce collectif Even au Kamtchatka, avec lequel vous travaillez depuis, je pense, 6-7 ans maintenant. 8 ans. 8. Oui. Donc, qui est reparti donc vivre en forêt pour échapper à un système politique qui les avait colonisés, sédentarisés et assignés notamment à l'élevage massif de rennes. Moi, j'aimerais juste, avant qu'on parle justement de ces réponses autochtones, que vous nous disiez donc quelles ont été les circonstances de cette rencontre avec ce collectif,
précis, donc avec ce clan familial, en fait. Est-ce que vous avez perçu immédiatement que vous aviez là un terrain de recherche en or, en fait? Oui. Bon, bah, ça a été un sacré bazar, ce premier terrain. Donc, comme je vous disais, avec Charles Stepanov, on est allé à Esso, donc le petit village qui était un kolkhoz avant, dans lequel on avait été sédentariser et rassembler la plupart, enfin beaucoup d'autochtones du Kamtchatka, et on a commencé à poser des questions, toujours dans cette idée de, moi j'avais toujours mon idée en tête, est-ce qu'il y a un ou des collectifs qui seraient repartis et justement qui seraient sortis de ces formes folkloriques dont je vous parlais tout à l'heure, qui auraient fait d'autres choix que les maisons de la culture, les scènes de danse et les collectifs de chanteurs, parce que vraiment c'est très très présent quand vous allez au Kamtchatka. Est-ce qu'ils existent? Et donc on posait des questions, et finalement un soir très très tard, après quelques verres de vodka, Alexander, un événement d'une cinquantaine d'années, nous a dit, bon oui, en effet, il y a bien une famille qui est repartie en forêt dans la région d'Itcha, mais ils sont bizarres, ils sont pas comme nous, ils sont marginaux, ils sont pauvres, et d'ailleurs, en plus, ils ont abandonné leur culture, parce qu'ils ont arrêté de danser, de chanter et de vitaliser notre patrimoine culturel. Donc là, évidemment, toutes les lumières se sont allumées. Et donc j'ai dit à Charles, mais tu vois, ça existe, il faut absolument qu'on y aille, etc. Donc je vous passe les détails, mais on a réussi à aller en fait au bout de la piste où il y avait en fait un camp d'ethnobotanique géré par le parc national du Bistrinsky dans la région d'Itcha, mais qui était aussi un camp de base en fait où venaient se ravitailler les éleveurs de rennes évènes, enfin plus exactement les bergers évènes qui continuent de nomadiser avec leurs rennes autour du volcan Ichinsky. Mais qui sont plus leurs rennes en fait, qui sont de propriété de l'État passées aux mains d'entreprises privées. Ils continuent de nomadiser avec leurs rennes, et donc dans cette région, c'était dans cette région a priori qu'il y avait cette famille qui était repartie, et qui donc non seulement avait en fait abandonné les scènes de danse, pour le dire vite, mais ils avaient aussi abandonné l'élevage de rennes, parce que ça c'est l'autre issue. Il n'y a pas un milliard de choses que vous pouvez faire quand vous êtes évène et que vous vivez à Esso. Donc vous pouvez vous engager en tant que berger et nomadiser 11 mois sur 12 avec les rennes, ou alors participer au fameux patrimoine culturel. Donc ils avaient aussi abandonné l'élevage de rennes. Les évènes sont arrivés au Kamtchatka avec leurs rennes au milieu du 19e siècle, donc assez tardivement. Donc c'est vraiment un collectif qui a vraiment une culture de l'élevage nomade très très forte, et donc ils avaient aussi abandonné ça. Donc on est arrivé dans ce camp d'ethnobotanique avec Charles. Là, on a rencontré un métis évène Corillac qui nous a passé au crible et posé tout un tas de questions pour savoir si on était des gens dignes de confiance. Donc en fait, comme ça arrive souvent, on s'est fait ethnographier nous-mêmes plutôt que d'ethnographier les gens chez qui on était, et c'était très bien d'ailleurs. Au bout d'une semaine, il a décidé qu'il allait passer un coup de fil radio. Donc, il y a une radio en fait qui relie à la fois les éleveurs de rennes qui nomadisent, donc les brigades. Il y en a 5 autour du volcan Ichinsky, donc ils sont reliés par une radio. Et en fait, les camps de chasse de la rivière d'Itcha, donc toujours la même région, hein, l'Itcha elle coule depuis le volcan Ichinsky. Les camps de chasse où vivait cette famille étendue sont aussi reliés par une radio. Donc, Andrei a dit bon bah je vais les appeler et puis on verra bien ce qu'ils disent. Et là, ils ont dit non, en fait. Ils ont dit qu'ils n'avaient absolument pas envie de recevoir des anthropologues, que ça ne les intéressait pas, que
et on ne pouvait pas leur en vouloir, puisque de fait, ils étaient repartis et c'était bien pour une raison. S'ils avaient voulu échapper à toutes les questions de folklorisation culturelle, on s'imagine bien qu'ils n'avaient certainement pas envie qu'il y ait des anthropologues qui viennent les documenter. On voit bien encore l'ambiguïté en fait, du travail de l'ethnographe qu'il faut rappeler en fait, et se rappeler aussi, parce que ça prolonge quand même une entreprise qui a ses problématiques en fait. Toujours est-il que moi j'étais déçue, mais en même temps voilà, il fallait accepter qu'ils existaient, mais qu'en fait ça ne se passerait pas, la rencontre. Et donc on est encore resté là une semaine, et finalement c'est Andrei qui un matin s'est levé, a pris sur lui, a décidé en fait non mais en fait c'est dommage, je pense qu'ils perdent à pas vous rencontrer, je vous emmène. Et donc il nous a emmenés dans un camp de chasse, en fait le seul camp de chasse qui est relié par une sorte de piste carrossable. Il nous a emmenés en quad et il nous a laissé là. Il nous a dit non mais poussés par la curiosité, ils vont venir, ils vont venir et vous verrez bien ce qui se passera. Et donc on a débarqué là, c'était complètement surréaliste en fait. Et quelques jours plus tard, en effet, Illo, donc qui est l'un des frères de Daria, que je ne connaissais pas encore, a passé la tête par l'entrebâillement de la yourte où on était, et nous a dit ah bon c'est vous, bon allez venez, suivez-moi. Et donc on est parti comme ça dans un camp de chasse plus avancé à Manach, et ça s'est fait comme ça par bond en fait, beaucoup d'attentes. Et des discussions complètement surréalistes, où encore une fois c'était eux qui étaient vraiment intéressés à pourquoi on était là, qui on était, comment c'était chez nous, avec des questions vraiment très sur la politique française, etc. Enfin c'était ça, jusqu'à ce que Ivan, le fils de Daria, passe en fait, parce qu'ils savaient qu'on était là, et donc nous disent bon, je vous emmène à Tfayan, donc le dernier camp de chasse où Daria vivait. Mais avant d'y arriver, on va s'arrêter à Drakoun, qui est un camp de chasse où vit en fait Memme, qui était la mère de Daria et ses 7 frères et sœurs, donc toute cette grande famille étendue qui avait repeuplé la région d'Itcha. Et le frère de Daria, Artyom, qui nous avait dit de toute façon, si quelqu'un doit vous apprendre quelque chose de notre monde en fait et des choix qu'on a fait, c'est elle. Et donc on a voulu s'arrêter à Drakoun. On a été accueillis par Clava, donc une des filles de Mémé, une sœur de Daria, qui nous a dit elle sait que vous êtes là, elle est heureuse que vous soyez là, elle a accepté de vous rencontrer, mais là elle est très fatiguée, donc vous reviendrez à votre retour de Tfayan. Donc on a poursuivi notre route, on allait à Tfayan, ça a été le premier jour où du coup j'ai rencontré Daria. Et en fait, on a passé une très belle soirée, en fait, parce qu'ils étaient vraiment contents, finalement, on était, entre guillemets, les premiers étrangers qu'ils pouvaient observer de leurs propres yeux, donc ça les amusait beaucoup. Et c'était assez beau. Et en fait, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il n'y avait plus personne au camp, et Mémé était morte. Donc, vous vous imaginez un peu la culpabilité montée, même si on essaie d'être rationnel et on se dit non, mais on n'y croit pas. Enfin, je veux dire, c'est juste le hasard et tout ça. Bon, de fait, ils avaient quand même dit non. Finalement, on était arrivés. Là, on avait une position un peu particulière. Et là, on est là. Et la vieille, la mémoire du clan familial décède. C'était assez compliqué à gérer émotionnellement et intellectuellement même. Et moi, à ce moment-là, j'ai vraiment cru qu'ils allaient nous foutre dehors, en fait, et on les aurait tout à fait compris. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait. Ivan est revenu quelques heures plus tard. Il a dit bon, comme vous êtes là, vous allez assister à tout, en fait. Et donc on a en fait la première rencontre en fait avec ce clan familial qui
donc là, à ce moment-là, j'ai dû rencontrer une soixantaine de personnes qui sont venues à l'occasion de l'enterrement de Daria, que j'allais de Memmé, que j'allais revoir en fait dans les 7 années qui allaient suivre, mais sur le long terme. Voilà, ça a été cet événement un peu de ces gens qui se sont réunis autour de la mort de la personne qui avait en fait structuré quelque part le projet d'abandonner de laisser partir, plus exactement, de lâcher sur la question des reines, qui de toute façon avaient été récupérées par le processus colonial, et de vivre autrement, en fait. C'était vraiment elle qui avait instillé ce possible, disons, et là, elle venait de disparaître. Donc moi, oui, à ce moment-là, ça a été, c'était une sorte d'évidence, et aussi l'enterrement, la manière dont ça s'est passé, etc., que c'était là, en fait, que ça devait continuer en ce qui concernait mes recherches, quoi. Alors, j'aimerais qu'on évoque Daria, qui est l'héroïne du livre, le personnage principal. Que vous nous donniez quelques rapides, peut-être, éléments biographiques, en fait, de cette femme. Et puis, surtout, que vous nous disiez... qu'est-ce qui a dit Daria, bon, vous allez nous le dire dans ses éléments biographiques, c'était quelqu'un qui était pharmacienne. Qu'est-ce qui a dicté ce choix existentiel de retourner en forêt en embarquant une partie de la famille, du clan, avec elle en novembre 1989, 5 ou 6 jours avant la chute du mur. Voilà, pourquoi ce choix existentiel de repartir vivre en forêt? Est-ce qu'on peut mettre juste pour... Voilà. Donc voilà, ça c'est Daria et ses petits-enfants dans la yourte à Manach, donc chez son frère. Donc Daria, elle est née en 1952. Elle est née sous la yourte, dans la forêt. Donc à cette époque-là, ses parents en fait avaient encore des rennes, qui n'étaient plus à eux, mais ils travaillaient encore avec les rennes. Et elle a vécu en nomadisant avec les rennes pendant les 5-6 premières années de sa vie, et ensuite ils ont été relocalisés, enfin en tout cas les femmes et les enfants, à Tfayan, donc qui est devenu aujourd'hui un camp de chasse. Donc Tfayan, en fait, dans les années à la fin des années 50 et au début des années 60, c'était un kolkhoz qui rassemblait des coriacs et des évènes. Il y avait des poules, des cochons. Il faut s'imaginer juste Tfayan, c'est vraiment très très loin. C'est à 400 km du premier village, et même à l'heure actuelle à 150 km de la première piste carrossable. Donc c'est vraiment loin. Il faut s'imaginer ça juste pour penser en fait à quel point le projet soviétique s'étendait vraiment loin en forêt. Donc en fait, Tfayan, c'était vraiment un village. Il y avait il y avait un tracteur, il y avait une poste, il y avait une petite école. Et donc ça servait en fait de base de ravitaillement pour les éleveurs de rennes, les bergers de rennes qui nomadisaient en fait dans la région et qui venaient se réapprovisionner à cet endroit-là. Elle y a vécu jusqu'à 7 ans, et à 7 ans, oui, donc en 63, elle a été envoyée à l'internat à Clouchy. Donc c'est vraiment, quand elle le raconte, c'est vraiment assez dramatique, disons, parce qu'elle raconte qu'elle s'attendait à rien en fait, et que elle était là dans les alentours de Tfayan en train de cueillir des myrtilles, et qu'à un moment donné, elle a entendu le son d'un hélicoptère, elle a vu des larmes dans les yeux de son père,
Et elle a compris qu'elle partait, en fait. Et qu'elle n'allait pas revenir jusqu'à l'année d'après. Et qu'en fait, sa vie, ça allait être ça. Les 2-3 mois d'été avec ses parents à nomadiser, mais le reste de l'année à l'internat, avec tout ce que vous savez de l'interdiction de parler sa langue, etc. Et d'ailleurs, à ce moment-là, cette première année à l'internat, elle a développé un trachome et la tuberculose. Donc, en fait, la première année à l'internat, elle ne l'a même pas vraiment vue passer parce qu'elle était à l'hôpital de l'internat toute cette première année. Et ensuite, quand elle est devenue adulte, elle a décidé de devenir pharmacienne et elle s'est installée à Esso, donc qui était à l'époque aussi un kolkhoz mais plus gros, tout en retournant voir sa mère qui elle était restée donc en forêt. Sa mère et ses frères étaient chasseurs professionnels. Donc ils étaient chargés de ramener des pots en fait au kolkhoz d'Esso, et sa mère était restée avec les rennes en forêt, et elle en fait avait fait le choix d'essayer de combiner en fait les deux manières de vivre, et aussi que ses enfants puissent maîtriser les codes de la Russie dans laquelle malgré tout elle vivait. Donc elle était vraiment dans cette situation un petit peu inconfortable, disons. Oui, non, mais c'est pour vous dire, c'est quand même des vies dans les années 70. Son premier mari, qui était évène aussi et qui travaillait au kolkhoz, est mort déchiqueté par une moissonneuse-batteuse, donc aux abords du kolkhoz d'Esso. Donc voilà, c'est juste pour faire sentir un petit peu la violence de ce que ça a pu être. Donc elle a élevé ses 5 enfants toute seule. Et donc voilà, elle raconte... voilà, j'en arrive au moment où sa vie change. Elle raconte que donc en 1989, tout a commencé à s'arrêter. Elle a arrêté de travailler en tant que pharmacienne parce que de toute façon, il n'y avait plus de médicaments dans la pharmacie, les magasins étaient vides, ils ne pouvaient plus s'approvisionner, etc. Et là, en fait, tous les rêves et les pensées parasites, entre guillemets, qu'elle essayait de... C'est elle qui raconte, qu'elle essayait de passer sous silence, qui lui rappelait sans cesse la forêt, la toundra, la rivière, sa mère qui d'ailleurs l'exhortait à revenir, mais qu'elle n'écoutait pas, parce que justement, vraiment, il y avait cette question de l'éducation... des enfants qui étaient vraiment au centre en fait de son choix de rester à Esso. À ce moment-là, en fait, de toute façon, tout s'effondrait, et donc en fait, tous ces pensées et ces rêves aussi nocturnes qui l'habitaient sont devenus impossible, une potentialité. Et donc, elle a fait le choix en fait de partir. Et elle a pris tous ses enfants sous le bras, mais notamment les 3 plus petits. Et Ivan, à ce moment-là, il avait 2 mois. Et ils sont repartis à cheval jusqu'à Tfayan. Donc Tfayan, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait été à partir de 64, le kolkhoz a fait faillite. Et d'ailleurs, juste après, il y a eu une grande crue de la rivière Itcha qui a tout nettoyé. Et d'ailleurs, c'est ce que sa mère même me disait, que la rivière a tout nettoyé parce qu'il fallait faire le vide. Donc en fait, Tfayan, c'était un champ de ruines en fait. Donc c'est les ruines de ce système politique, cette tentative politique qui avait échoué. Et c'est là en fait que Daria et son deuxième mari, qui était déjà là-bas en fait pour construire des maisons, avaient décidé de repartir. Donc ils se sont installés là-bas.
leurs frères et leurs sœurs en fait ont suivi. Moi, je relate vraiment l'histoire de Daria parce que c'est vraiment avec elle que j'ai eu le plus de discussions. Mais leurs frères et leurs sœurs ont fait, ses frères et ses sœurs ont fait la même chose. Le deuxième mari de Daria est mort 2 ans, oui c'est ça, 89-92, en 92. Après l'effondrement, ça a été une période extrêmement chaotique au Kamtchatka. Il y avait énormément de rixes, de banditisme, etc. Et donc son deuxième mari est mort à Itcha, enfin, donc le village sur la mer de Rotsk, en fait assassiné. Voilà, donc il y en a un qui est mort sous l'emprise de l'entreprise soviétique et l'autre pendant l'émergence en fait de ce qu'allait devenir la Russie actuelle. Donc Daria s'est retrouvée toute seule avec ses enfants et sa mère dans un autre camp de chasse à Tfayan. Donc c'est quand même une histoire de femmes qui ont été très seules en fait, quand même, et qui ont tenu en fait à bout de bras ce territoire et ce qui allait pouvoir s'y passer, quoi. Alors, comme le temps passe très très vite, on va faire quelques bonds aussi. Je voulais aborder d'autres choses avant, mais il y a quand même une question que je pense beaucoup d'entre vous peuvent se poser et qu'on est nombreux à se poser. Quand on retourne en forêt, qu'on fait ce choix existentiel, se pose la question du rapport économique avec le monde, d'autant que vous soulignez dans le livre qu'il est plus confortable quand même de se déplacer au Kamtchatka en motoneige qu'à pied ou à cheval, et de manger du pain avec le saumon plutôt que des racines et des baies. Quelles sont leurs ressources financières pour acheter des produits de base, la farine, le sucre et l'essence? Donc, quelles sont justement leurs ressources et comment vivent-ils justement ces contradictions entre gagner de l'argent, enfin avoir ce rapport économique et vivre en forêt? Oui. Juste avant de répondre, je vais essayer de faire vite. J'ai parlé brièvement des rêves de Daria, donc c'est une des choses vraiment importantes dont traite le livre L'Est des rêves. C'est vraiment cette idée qu'en fait le renouveau des pratiques de chasse et de pêche en fait est vraiment sous-tendu par une réactivation des pratiques oniriques. Donc vraiment une nécessité en fait de réapprendre à rêver avec les animaux qui les entourent, et vraiment un ressurgissement en fait de toutes les histoires et des mythes qu'on peut appeler animistes, qui informaient en fait les cosmologies de ces sociétés, mais qui vraiment, à l'occasion de cette de la crise politique et du choix en fait existentiel qui a été fait par cette famille, qui vraiment qui remonte et qui redeviennent en fait structurants. Vraiment au moment où les questions politiques dont je parlais tout à l'heure et de politique d'assimilation, etc., tout ça s'écrase, ressurgit en fait une manière de se relier au monde qui n'était pas celle préconisée par le gouvernement qui administrait ces gens. Donc ça, c'est quand même vraiment important de le rappeler. Alors, et le livre est vraiment centré sur ces questions, mais comme j'affectionne bien les zones grises et j'aime pas faire des grands édifices, des grandes architectures mentales en dehors desquelles il n'est pas possible de penser, parce que j'aurais très bien pu juste parler en fait du renouveau de ces mythes et de ces rêves sans aborder la question du rapport à l'économie au sens où on l'entend nous ici, c'est-à-dire comment on se procure de la farine, du tabac, du sucre, de l'essence, des pièces mécaniques pour les bateaux, etc.
C'est une question que j'ai vraiment mis de côté pendant un certain temps parce qu'elle m'embêtait en fait. Elle venait perturber les choses que je trouvais belles en fait dans cette manière de se relier aux animaux, à la forêt. Et en fait, il s'est avéré que c'était quand même vraiment important de l'adresser parce qu'en fait, sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On continue de construire des formes pures et ces formes pures, en fait, n'existent pas. Ni en nous individuellement, ni collectivement. Donc, c'est quand même bien de se rappeler que, oui, il y a des formes de composition. Et donc, ces produits, tout simplement, ils sont acquis par le biais du braconnage, en fait. Donc là, les peaux, c'est quelque chose qui reste très, très intéressant à vendre en Russie. Encore une fois, ça c'est toute l'histoire de la colonisation russe. Les peaux, et notamment les peaux zibelines, c'est vraiment quelque chose qui structure en fait des formes de relations entre les autochtones et les classes dirigeantes, mais ça reste le cas en fait. Donc il y a vraiment une chasse à la zibeline assez intense de la part des autochtones. C'est des fourrures qui restent très prisées à Moscou, enfin en Russie, mais qui sont ensuite vendues. En fait, elles sont vendues au Kamtchatka à des négociants en peau et ensuite sont revendues aux enchères à Moscou. Donc il y a ça, il y a le caviar, la question des saumons. Alors c'est là où vous voyez toute la difficulté, c'est que à la fois, on vous parle de rêves performatifs où les saumons se donnent d'eux-mêmes à leurs chasseurs en leur indiquant la position où ils vont être pour qu'ils puissent les pêcher. Ça, c'est ce que Daria fait, c'est comme ça qu'elle pêche, etc. Et en même temps, elle ferme complètement les yeux sur ses fils qui, à un certain moment de l'année, à la fin de l'été, au début de l'automne plus exactement, en fait, tue des quantités faramineuses de poissons sans les préparer pour en extraire les œufs, pour retirer les quelques kopecks en plus dont ils vont avoir besoin. Encore une fois, on parle vraiment de produits de base, mais c'est la seule manière en fait de faire. Et donc, c'est ce qui est assez ironique, c'est que les conditions de liberté de ces gens en fait sont complètement entre guillemets sous-tendues par les excentricités des urbains les plus riches en fait. Donc c'est l'industrie du luxe quoi, la fourrure, le caviar, voilà. Donc encore une fois, c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer au quotidien en fait, parce qu'il y a aussi cette idée que les animaux se souviennent des actes, des paroles prononcées, performées envers eux, et en fait, dans un monde animiste, vous risquez toujours des représailles si vous vous comportez pas bien. Donc ça, Daria, s'il y a une croyance structurante qui l'habite, c'est vraiment ça. C'est de dire qu'il n'y a rien, on ne dit rien sans conséquence, parce que tout autour écoute. Et donc évidemment, comment faire lorsque ses propres fils, en fait, sont obligés d'aller éventrer des poissons pour vendre le caviar. Voilà, disons, ça les met dans des conflits qui sont presque... Enfin, c'est des conflits ontologiques, en fait, de relations au monde qui sont hyper durs à vivre, en fait. Alors, le livre est justement aussi entre justement des choses de cet ordre très pratique, et puis malheureusement on va pas pouvoir le développer, mais vous aurez du coup l'occasion de le découvrir dans le livre, donc vous serez encore plus heureux. C'est toute la question justement des rêves, de la parole performative, donc vous venez d'en parler, le fait que, et vous dites que c'est une des idées les plus ancrées chez les événements, justement de se raconter des rêves à voix basse pour pas que les animaux entendent,
pour pas qu'ils se vengent des manques d'égards qu'on pourrait avoir contre eux, ou bien de ne pas avoir justement de paroles négatives, des considérations négatives ou alarmistes. Alors, j'ai dit au début que c'était une poursuite de la mise en récit du dérèglement climatique. J'aurais bien voulu qu'on parle du rôle de l'anthropologie. Voilà, qu'est-ce que l'anthropologie a à dire par rapport à cette crise climatique et de cet enjeu politique majeur. Mais je vais faire un autre bond qui dit dérèglement climatique, dit éléments. L'eau, le feu, l'air. Et vous dites très clairement dans le livre que pour vous c'est un impensé de l'anthropologie, que bien entendu maintenant il est acquis que les humains dans une pratique animiste peuvent communiquer avec d'autres êtres, mais par contre la question des éléments, la question de la manière dont les collectifs autochtones entretiennent des relations avec les éléments est très peu interrogée par l'anthropologie. Donc, ma question, du coup, j'y arrive très vite. Y a-t-il une manière de communiquer des manières particulières, des rituels, de s'adresser aux éléments chez les Évènes voilà, comment ça se passe, par exemple, avec le feu ou avec la rivière qui borde le camp. Est-ce qu'il y a des manières particulières de s'adresser dans cette parole performative aux éléments? Oui, ça a été un peu une des grandes découvertes, entre guillemets, auxquelles je ne m'attendais pas de tout ce temps passé auprès de Daria et sa famille. Vous êtes tous bien familiers aujourd'hui de la thématique du vivant avec un grand V. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous aussi assez bien compris que chez les collectifs animistes, il était possible d'entretenir des dialogues oniriques ou pas avec d'autres êtres vivants. Ça peut être des plantes, des animaux, etc. Mais en tout cas, généralement, on reste dans la catégorie de ce qui est vivant. Et ce qui m'a intéressée, c'est que je m'y attendais pas, mais j'ai observé des pratiques au Kamchatka que j'avais pas observées en Alaska. Où en fait cette barrière entre ce qui était vivant et ce qui n'était pas vivant, ce qui était animé et ce qui n'était pas et ce qui était inanimé, en fait était complètement déplacée par rapport à celle que moi je pratiquais, et que donc il y avait en fait des formes d'adresse à des entités que moi j'aurais plus volontiers classées dans la catégorie de quelque chose qui est pas vivant ou qui est inanimé. Et alors ces formes d'adresse à des en l'occurrence la rivière, le feu et le ciel. Alors, c'est pas du tout des choses inconnues de l'anthropologie, mais généralement, je dis bien généralement, c'est des exceptions, mais généralement, ça a été traité comme des formes de relations. En fait, ces milieux, ces lieux sont des lieux de vie, d'ancêtres, d'esprits, etc. Et donc, en s'adressant à ces lieux, on s'adresse en fait aux esprits qui y vivent. Les esprits qui vivent dans la rivière, qui vivent dans le ciel. Voilà. Et là, en l'occurrence, quand j'ai observé ces pratiques, j'ai questionné Daria et je lui ai demandé exactement ça. Est-ce qu'il y a un esprit qui vit dans le feu ou des esprits, ou pourquoi en fait tu lui donnes à manger, pourquoi tu lui murmures des formules au moment où tu le rallumes, pourquoi tu lui murmures une formule quand tu l'éteins, qu'est-ce que c'est que pourquoi? Et en fait, elle avait une relation en fait au feu, enfin à plusieurs manifestations de cet élément où elle s'adressait à lui
pas comme si c'était une personne au sens où on l'a souvent dit dans les ethnographies animistes, mais en tout cas comme si c'était une entité dont il fallait s'assurer qu'elle n'allait pas sortir de ses gonds. Parce que le feu, comme elle le dit Daria, voilà, il y a ce côté, c'est lui qui rend la vie possible en forêt. En fait, on passe tout notre temps avec et autour du feu, et en même temps, il pourrait tout aussi bien tout anéantir, comme on le voit bien en ce moment. Donc il y a vraiment des formes d'adresse, et c'était la même chose pour la rivière. Et de même, c'est toujours cette idée que je trouve intéressante d'éviter le débordement, en fait. La rivière, il y a vraiment cette relation où Daria raconte que oui, quand ses enfants et ses petits-enfants voyagent sur la rivière, elle a peur parce que elle sait que la rivière peut avoir des mouvements d'humeur, et que si on n'a pas prononcé les formules choisies pour elle, il y a toujours ce risque de débordement et d'engloutissement. Et encore une fois, l'eau, la rivière Itcha, c'est là où c'est l'eau qu'on boit, c'est l'eau avec laquelle on cuisine, c'est l'eau avec laquelle on se lave, c'est le chemin, c'est la route. C'est l'eau comme la rivière comme le feu, c'est absolument tout, en fait, dans ce monde-là. Donc voilà, j'ai essayé, je vais pas développer plus que ça parce que ça prendrait trop de temps, mais dans cette dernière partie sur ce que j'ai appelé l'ethnométaphysique des éléments, en reprenant un terme inventé par Irving Hallowell, j'ai essayé de réfléchir un petit peu au déplacement de ces frontières entre vivant, non-vivant, animé, inanimé. Et ça me semble important, justement, à l'heure où ce sont justement ces éléments qui sont en train de sortir de leur gond et de se dérégler. Ouais. Alors, pour conclure, avant de laisser un temps d'échange avec le public, j'aimerais quand même même si on n'a pas pu tout creuser, mais c'est pas très grave en fait, j'aimerais qu'on évoque un point plus politique en fait. Vous dites que si les livres des anthropologues ne sont pas appelés à devenir des musées pour conserver justement ces formes stables, plus rassurantes des traditions autochtones. Je vous cite, leur manière de vivre recomposée qui déboussole les nôtres face aux métamorphoses systémiques actuelles doivent absolument être repolitisées en même temps que défolkloriées. Et donc il faut entendre les rencontres interspécifiques, les mythes, les rêves, les adresses aux éléments comme autant de façons de dire que le monde pourrait être autre. Donc je vais vous poser une question très simple, mais vous avez que 3 minutes pour y répondre. L'idée, c'est dans le livre, c'est pas d'ériger l'animisme des événements en modèle pour nous, bien entendu, de faire système, mais qu'ont-ils à nous dire de leur rapport au monde? En fait, qu'est-ce qu'il faut après ces 7 ans de travail avec eux, qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce qu'il faudrait garder en fait? Je sais, désolée Manuel, mais je sais pas si la question est bien formulée en fait sur le qu'ont-ils à nous dire. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de répondre à leur place, parce que c'est ce qu'on a toujours fait, et c'est justement ça que je trouve qui est très délicat à l'heure actuelle. Moi, j'ai l'impression, c'est un peu la question que j'essaie de soulever en conclusion, c'est en fait tous ces livres qu'on écrit, à quoi ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à sauver? Qu'est-ce qu'on cherche à garder en consignant les cultures, les cosmologies de ces autres pour les donner à lire à nos contemporains? Est-ce qu'on est déjà en train de se dire que de toute façon elles appartiennent au passé et que donc on est en train de composer un musée de l'altérité?
Moi, en fait, j'ai envie de répondre non. Enfin, déjà, j'ai pas envie de faire ça, ni de collaborer en fait à ce projet-là que je trouve très triste. Et de fait, c'est pour ça que c'était important de parler des questions de folklorisation des cultures, parce que c'est vraiment une grande question aujourd'hui pour les populations autochtones. Et je pense que c'est pas cette folklorisation-là, là en l'occurrence, qui est importante à retenir. Et j'irai même plus loin, ni même les formes vestimentaires, ni même les ornements, ni même parfois même, enfin ça peut aller très loin en fait. C'est les formes de réponses extrêmement performatives. Et ces réponses, elles sont à la fois ontologiques et politiques. C'est de choisir de vivre et d'exister en fait différemment. Qu'il propose. Et ces réponses-là, elles sont beaucoup plus menacées que les formes culturelles qui, de fait, sont déjà muséifiées, en fait. Donc la question, c'est comment en tout cas, on œuvre pas seulement à traduire des voix, mais à traduire en fait des choix qui sont des choix existentiels et qui du coup deviennent en fait politiques, qui sont pas les nôtres. Et encore une fois, c'est pas une question de faire un exemple. C'est juste de se rappeler que en fait, y a des gens qui ont déjà vécu la crise écologique systémique de plein fouet et qui ont déjà en fait apporté des manières de répondre qui sont pas informées par la même ontologie que la nôtre. Et donc ce qui veut dire qu'elle est encore que ces manières d'être au monde qui sont pas les nôtres sont encore très vivantes par-delà les formes en fait, par-delà les formes culturelles assignées. Juste, je rebondis là-dessus, parce que c'est quelque chose malheureusement qu'on ne peut pas creuser, mais l'année dernière on en avait parlé et dans l'article que tu avais publié dans la revue Le Crieur, tu évoquais ce déplacement de la littérature vers l'art, mais aussi de la manière de restituer, justement de faire justice, de restituer la parole de ces peuples autochtones. Et moi, il y a justement, c'est un peu complexe, mais il y a justement ces différents éléments que tu assembles pour faire le livre, différentes formes d'écriture. Et il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est la manière dont tu restitues les conversations que tu as avec Daria, avec une forme d'oralité. Alors, est-ce que justement, en gardant cette forme-là, c'est une manière de faire justice, de faire entendre sa voix, cette dimension politique, de ne pas justement transcrire pour ne pas parler en son nom. Est-ce que tu peux me dire juste un petit mot rapide par rapport à ça? Oui. En fait, ce qui était vraiment important pour moi, c'est que puissent dialoguer en fait vraiment deux formes d'écriture distinctes. L'une qui était une écriture plus classique en anthropologie, qui fait ni l'économie de l'histoire ni l'économie des concepts. Parce que je continue de penser que c'est important et que la littérature, entre guillemets, ne suffit pas. Mais en fait, je voulais que la parole de Daria, elle soit, elle, pour le coup, restituée dans toute sa circularité, en fait, sa non-linéarité, ses hésitations, ses troubles, etc. Et pas d'emblée récupérée par une pensée analytique et linéaire, en fait. Et j'ai essayé vraiment parce que, en fait, sont dans Vivre sur les ruines, le chapitre qui raconte un peu son histoire, les dates elles se chevauchent, c'est assez décousu en fait comme écriture, mais parce que vraiment je voulais essayer d'éviter ce problème qu'on a nous ici là tous à vouloir toujours en fait faire une grande fresque historique et que les choses s'enchaînent et soient linéaires et en fait, c'est pas comme ça que les vies se racontent. C'est pas comme ça que Daria raconte sa vie. Et il y a des allers-retours et c'est des flashs souvent qui sont liés à des histoires, etc. Et ça, pour moi, la manière la plus efficace de restituer cette
cette manière qu'elle a de raconter en fait son histoire de vie, c'était vraiment d'utiliser l'outil littérature pour le faire en fait, parce que sinon j'allais reproduire la même problématique en fait de me ressaisir de son discours et finalement lui enlever toute sa spécificité, sa beauté, sa poésie en fait, en le faisant cadrer à mon discours à moi. Parce que les récupérations intellectuelles, théoriques, conceptuelles qu'on est capable de faire, nous, anthropologues, elles sont quand même assez puissantes, en fait. On peut faire ça et on le fait, mais ça pose ce problème-là, en fait, pour moi. Du coup, de trahir, enfin, en tout cas, de réingérer, voilà, de réingérer une manière d'être au monde sans lui... En tout cas... sans essayer, parce que ça, encore une fois, c'est un essai, évidemment que c'est un échec, mais sans essayer de lui donner une place autre. Bien, ça va être à vous. Donc on a une... Merci beaucoup, Nastia. On a une dizaine de minutes pour le temps d'échange. Voilà, vous avez 2 micros de chaque côté. Je vous demande de lever la main si vous avez des questions. Sinon, moi, je m'en fiche, j'en ai plein que je n'ai pas posés. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? C'est la première qui est dure à amorcer après. Ah. Merci. Est-ce que votre rôle, c'est pas uniquement de faire un constat de l'état d'une civilisation poursuivie par conviction par un groupe, nous le faire connaître, de façon à ce qu'on évite déjà d'aller les perturber, et d'autre part, peut-être qu'on peut trouver dans leurs solutions à eux quelques idées de réflexion pour améliorer notre monde. Si. Et notamment sur la question des idées, ça me paraît vraiment important, cette nécessité en fait de pluraliser nos manières d'être au monde, les ontologies, en tout cas voilà, nos manières de nous relier au monde. Ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes et qui peuvent entrer en dialogue avec ce qu'on vit nous par effet de comparaison, notamment tout le travail sur les mythes, les rêves et voire même cette question des éléments, c'est des choses qui peuvent en tout cas j'espère, provoquer des déplacements intérieurs. Donc c'est pas normatif en fait, c'est pas prescriptif ni normatif ce que je raconte dans le livre, mais je me dis que raconter ces histoires, ça peut permettre en fait d'opérer des déplacements intérieurs et de se rappeler que en fait notre manière de vivre les choses n'est pas la seule et l'unique, quoi. Du coup, moi, dans l'exposé, j'ai senti un peu de difficulté à parler de l'accident de moissonneuse-batteuse et à faire sentir l'isolement aussi de la région par rapport à la distance et tout ça. Et est-ce que c'est une crainte que vous avez que notre société est tellement normée et tellement dans un confort bourgeois que notre pensée est corsetée? Comment ça, de la difficulté à parler de l'accident? Je sentais que voilà, vous cherchiez vos mots, vous essayez de faire comprendre que c'était quand même violent et tout, et que vous avez insisté, et que je n'avais pas l'impression que
ce que vous exposiez était à la hauteur de ce que vous avez ressenti, c'est-à-dire que vous avez senti quelque chose de vraiment dur, une région vraiment isolée, et que vous vouliez nous le faire partager, mais que c'était pas simple. Bah non, bah c'est jamais, c'est jamais simple. Non, mais c'est jamais simple, mais d'accord. Enfin, je vais essayer d'aller au bout de la chose, et je pense que c'est peut-être pour ça que vous avez ressenti une hésitation dans ma voix. C'est difficile d'en parler, tout simplement parce que c'est difficile pour eux d'en parler, notamment pas sur le premier mari, mais sur le deuxième mari. C'est une chose que je sais de Daria, mais que Daria n'a jamais dit en fait à ses propres enfants. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que leur père, il est mort d'une crise cardiaque. Donc, enfin, voilà, c'est des choses, moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, que c'est important, en fait, que je me permette de le dire, malgré le fait que, en fait, ses propres enfants ne le savent pas, parce que, justement, c'est important de mettre en lumière cette violence, en fait. Mais c'est des choses qui restent très, qui restent de l'ordre du secret, même chez eux en fait. Donc c'est compliqué à aborder. Ouais. Bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, si une dernière, alors une toute dernière, très courte, et je demande à Anastasia aussi une réponse très courte, juste là. Bon, d'abord, merci pour ce beau récit qui nous aide, parce que ça nous fait penser à tout ce que peut-être nous, on a renoncé aussi. Et ma question, c'était de savoir si ce départ, puisque en fait vous avez parlé beaucoup de Daria, d'un personnage, c'était quand même une décision d'un collectif, ou si c'était, parce qu'on a l'impression que c'est un personnage très important, c'est elle qui a emmené tout le monde, et combien de temps ça leur a pris, parce que j'ai du mal à comprendre comment ça s'est réalisé, et l'espace-temps en fait, Ouais. de ce retour. Dans la région d'Itcha, ils sont une centaine à avoir fait le choix de vivre, vraiment de lâcher complètement l'élevage de rennes et de vivre de chasse et de pêche. Moi, en fait, j'ai choisi de parler de Daria et sa famille, parce que c'est avec eux que j'ai vécu. Donc, plutôt que de dire, ce qu'on fait tout le temps, les événements, en l'occurrence, c'est pas jamais comme ça que ça se passe sur le terrain. Si vous avez 5 bons informateurs, comme on les appelle, c'est quand même déjà bien. Donc moi, j'avais envie de rendre justice à ça, en fait, au fait que ces histoires, c'est quand même... évidemment, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais c'est à Tfayan que j'ai vécu avec cette famille-là qui comporte une trentaine de personnes. Et donc, c'est vraiment eux qui ont structuré tout ce que j'allais pouvoir faire penser par la suite. Et ça s'est fait, en l'occurrence pour la famille, pour Daria, elle, ça s'est vraiment fait du jour au lendemain, son départ. C'est-à-dire un jour elle est partie, mais ça s'est pas fait comme ça du tout pour tout le monde en fait. Comme je vous disais, les frères, notamment ses frères, en fait, ils habitaient déjà dans des camps de chasse pendant l'époque soviétique, parce qu'ils travaillaient, en fait, ils étaient chargés de ramener des pots au comptoir. En échange de vivres, mais du coup, en fait, eux, ils étaient chasseurs professionnels. Donc, il y avait déjà, en fait, ça qui était très présent, et que d'ailleurs, même leur mère a tous soutenait la présence de ses fils en forêt plutôt qu'ailleurs. Donc, ça s'est pas fait. Et Mémé, par exemple, elle n'a jamais habité ailleurs qu'en forêt.
Donc en fait, là, le retour vraiment brutal que je décris, ça a été l'histoire, enfin c'est l'histoire de Daria, mais aussi de d'autres familles, enfin c'est des choix de femmes en fait qui repartent, parce que c'est les femmes et les enfants qui vraiment ont continué de vivre dans les villages que sont devenus l'école cause de la question de l'école. Donc les départs brusques en 89 ont largement été pris en charge par les femmes, parce que les hommes, ils étaient déjà en train de nomadiser avec les rennes, même si c'était plus les leurs, ou ils étaient déjà chasseurs, ils chassaient des ziblines, enfin des ziblines, des renards, des gloutons, etc. Donc ouais, ça c'est voilà. Bien, merci encore Nastasia. Donc, on a plus le temps. On a plus le temps. S'ils ont non, si vous avez encore d'autres questions. Alors, vous trouvez le livre de Nastasia donc à la librairie. On peut peut-être poursuivre de manière un peu informelle sur un temps de dédicace avec Nastasia donc à la librairie. Non. Voilà. Et puis juste une petite annonce pour vous dire que ça sera complètement, même si c'est pas du tout la même zone géographique, on va se redéplacer, on va aller au Brésil. Mais si jamais on vous donne rendez-vous pour le film de Vincent Carelli, qui est vraiment pas à manquer ce soir, puisque on a parlé de la violence et donc le film de Carelli, c'est justement la manière dont les Indiens, un peuple indien en Amazonie, lutte pour la restitution de leurs terres en Amazonie brésilienne, avec la question de la lutte armée ou de la non-violence. Voilà, et c'est un film assez incroyable. Merci beaucoup.